Mardi 2 août 2022, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Vous suivez le 6h30. Lundi, à Bouaké, le Premier ministre a lancé le programme stratégique de transformation aquacole, un programme qui doit permettre à la Côte d'Ivoire de produire environ 500 000 tonnes de poissons à l'horizon 2030, avec une chaîne de valeur estimée à 825 milliards de francs CFA. Et pour la phase pilote, 2 sites ont été choisis, celui de la Loca à Bouaké et celui de Koubi à Tiebissou, des sites qui ont été retenus. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Du poisson sain et frais, issu de l'aquaculture ivoirienne. Ce lundi, dans le Béquet, le Premier ministre Patrick Achi est allé lancer le programme stratégique de transformation aquacole. Car malgré ses plans d'eau à perte de vue et la forte pluviométrie, le pays reste dépendant des importations de poissons. Les productions nationales halieutiques dans le cumul pêche et aquaculture ne couvrent que 14% des besoins de la population. Pour résorber cet important déficit, notre pays a donc recours aux importations massives de poissons surgelés en provenance surtout d'Asie, avec un coût évalué à plus de 200 milliards de francs CFA par an, faisant de notre pays le plus grand importateur de tilapia congelé du monde. Avec le lancement officiel du programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, PESTACI, nous posons un acte absolument fondamental de la vision 2030 du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour une Côte d'Ivoire plus prospère et solidaire. Et l'État est bien engagé à changer la donne en inondant très bientôt les marchés avec la production locale. La mise en œuvre du PESTACI devrait permettre à notre pays de produire environ 500 000 tonnes de poissons à l'horizon 2030, avec une chaîne de valeur estimée à environ 825 milliards de francs CFA, de façon à réduire significativement la dépendance extérieure en protéines halieutiques. Commencez à investir dans l'aquaculture. Devenez des éleveurs de poissons. C'est une activité rentable qui vous rendra prospère. En d'autres termes, c'est le futur café cacao de Côte d'Ivoire qui est là. Il faut investir là-dedans, chers jeunes, chers Ivoiriens. Il s'agit surtout de maîtriser toute la chaîne de valeur de cette filière naissante. Si vous voulez faire de l'aquaculture, il vous faut des alevins. Mais si vous achetez des alevins, vous avez besoin d'eau pour les mettre. L'eau, il y en a. Mais si vous avez des alevins dans l'eau, il faut les nourrir. Et pour les nourrir, il faut de l'aliment. Or, l'aliment, aujourd'hui, est importé et donc a des coûts prohibitifs. Donc, si vous ne voulez pas importer d'aliment, vous devez fabriquer l'aliment localement. Voilà la chaîne. Donc, ici, la réforme du secteur de l'aquaculture comprend non seulement la production d'alevins, comprend également la production d'usines qui vont permettre de fabriquer de l'aliment, mais exige en amont le développement de cultures irriguées dans le domaine du soja, du maïs et tout un certain nombre de céréales qui sont utilisées dans la fabrication de l'aliment. Les stations pilotes de Loca et de Koubi devraient renforcer la formation des acteurs de ce secteur à très fort potentiel. Dans ce marché qu'est l'aquaculture et qui se trouve être le système de production agricole avec le taux de croissance, je l'ai dit, le plus élevé au monde, la Côte d'Ivoire attend donc, chers amis, de ce secteur privé ivoirien, africain et mondial, la mise en œuvre de toute leur énergie, tous leurs capitaux, comme tout leur savoir-faire technique, pour faire grandir avec nous nos fermes, nos productions piscicoles, nos circuits de distribution, de transformation et d'export. Lorsque nous aurons réussi à nous autosuffire, il y aura également un marché énorme à l'extérieur de la sous-région que nous pourrons satisfaire. La vision reste unique, donner aux Ivoiriens une nourriture plus saine et moins chère, ainsi que des emplois et des richesses nouvelles.
Autre chose à présent, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme était lundi devant le Sénat pour faire face à l'épineux problème du foncier. Bruno Nabagné-Koné a dévoilé la politique gouvernementale en la matière. Les mesures en vigueur pour avoir accès aux titres fonciers ont également été abordées. Un grand oral suivi par le patron du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, le reportage de Kader Sogodogo. À la tête d'un commando de 36 membres, Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, prend place au Sénat. Il vient répondre aux préoccupations des sénateurs. Quelles sont les mesures prises par votre département pour encadrer la procédure d'acquisition et de sécurisation d'un terrain urbain? Comment expliquez-vous que des lotissements approuvés fassent l'objet de tant de litiges et d'annulations par le Conseil d'État? Qu'en est-il de la situation de l'île Boulet, qui, quoique déclarée d'utilité publique, continue de faire l'objet de lotissements? ACD, opérations immobilières, terrains litigieux et effondrement d'immeubles, le ministre a longuement échangé avec les sénateurs tout en répondant à leurs préoccupations. Nous avons eu le courage de faire une typologie de toutes les difficultés, des causes des problèmes, les causes des litiges, les causes des retards, etc. Et depuis 2-3 ans, nous nous attelons à lever chacune de ces difficultés-là, une à une. Donc notre ambition, c'est à terme d'avoir une chaîne foncière totalement fluide, qui facilite la vie à l'usager, qui facilite la vie à l'État, qui permet à l'État de valoriser mieux son potentiel foncier, qui permet à notre économie de mieux se porter à travers notamment le marché hypothécaire qui s'appuie sur la qualité de la propriété foncière. Cette séance d'information a été le cadre pour le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, d'annoncer un colloque pour mieux appréhender les difficultés liées au foncier. Le but donc de ce colloque nous permettra d'évaluer la loi de 1998, qui a été une loi qui a été votée par consensus. Quel est l'impact de cette loi sur la vie sociale en Côte d'Ivoire, sur l'économie de la Côte d'Ivoire et sur le devenir de la Côte d'Ivoire? Bruno Nabagné-Koné a rassuré le Sénat quant à la disponibilité de son département ministériel à travailler de concert avec le Sénat pour avancer efficacement. Le défilé militaire de l'édition 2022 de la fête de l'indépendance se tiendra cette année à Yamoussoukro. À l'occasion, les forces de défense et de sécurité entendent montrer à la face de la nation les actions posées par le chef de l'État. Un défilé militaire digne des grandes nations avec plusieurs véhicules de combat au sol, sans oublier le défilé aérien à Boussanogo. Le défilé militaire, en plus de montrer la soumission des armées aux institutions républicaines, est aussi l'occasion de présenter les investissements réalisés par l'État dans le renforcement des capacités des forces. Ce sont là des véhicules blindés qui vont participer au défilé du 16 août prochain, notamment pour le compteur de la rame de l'infanterie mécanisée. Ce sont des véhicules de type Cobra, avec un niveau de protection 3, donc à l'épreuve des engins explosifs improvisés. Pour le défilé, il y en aura 54 au total. Il y a déjà une rame qui est passée très tôt le matin. Ça, c'est la deuxième rame. Et il y aura une troisième rame qui passera en fin de journée avec d'autres types de blindés. Les Ivoiriens verront défiler 227 véhicules qui ne sont qu'une partie de la réserve opérationnelle, c'est-à-dire un ensemble de moyens de guerre pouvant être déployés sur un coup préavis, là où il y a une préoccupation sécuritaire. Je voudrais commencer par rassurer les différentes populations que leur sécurité sera assurée le jour J, parce qu'en aucun cas, les zones opérationnelles où nous sommes déployés ne seront dégarnies au profit des festivités du 7 août. Les Ivoiriens auront l'occasion donc de communier avec leur armée autour du thème « Lien, force de défense et de sécurité population », socle de la résilience nationale face aux nouveaux défis sécuritaires.
Les activités de la Semaine nationale du civisme ont officiellement démarré hier lundi. Cette 12e édition va mettre l'accent sur le respect du code de la route avec en prime une opération Grand Ménage prévue le 6 août prochain. Et pour commencer lundi, l'on a assisté à une conférence sur la notion de civisme et de citoyenneté. On en parle avec Khalil Diomandé et Didier Nguissan. Notre devoir sera d'être un modèle. Sensibiliser sur les valeurs de la République pour susciter l'engagement de tous en faveur du développement durable de la Côte d'Ivoire. C'est l'essence de cette conférence marquant le démarrage officiel des activités de la 12e édition de la Semaine nationale du civisme. Guides religieux et leaders d'associations de jeunesse sont instruits autour des principes fondamentaux du civisme et de la citoyenneté. De la même manière, on prend soin de son bien, on se doit de pouvoir prendre soin de la Côte d'Ivoire. Et donc pour nous, c'est bon que ces leaders-là puissent, au cours de leur prêche, au cours de leur sermon, pouvoir promouvoir des valeurs. Simplement le fait même de dire, dans votre environnement proche, ne plus jeter les ordures dans la rue. Le fait de leur dire qu'au cours de la circulation routière, de pouvoir respecter simplement le feu pour que chaque Ivoirien puisse au quotidien véritablement poser un acte citoyen. Chers guides religieux, vous êtes un maillon essentiel dans l'avènement de l'Ivoirien nouveau. Nous sommes persuadés que les valeurs civiques et citoyennes ne peuvent prospérer qu'avec votre implication. Le message semble être bien perçu par la cible qui rassure d'en faire le relais. Tous nos sermons, nos messages ne sont qu'engorgés de valeurs civiques et citoyennes. On va continuer à transmettre ces valeurs à nos différentes communautés. Pour cette 12e édition, c'est le village de Waraniene, dans le département de Korogo, qui accueillera la nuit du civisme. Quant à la ville de Yamoussoukro, elle abritera l'opération Grand Ménage le 6 août, en prélude à la fête de l'indépendance. Et c'est parti pour la 11e édition du Festival international de la route des reines et des rois, dialogue interreligieux et célébration de la paix, une seconde religion pour une Côte d'Ivoire nouvelle à l'ère du numérique et des ODD. C'est le thème de l'édition 2022 qui met un accent particulier sur les guides spirituels et les leaders religieux. L'idée finale étant la création de la Chambre des religieux en Côte d'Ivoire. C'est un reportage signé Issa Chenoyeo. Et revoilà le Festival international de la route des reines et des rois, Festirois, ce après 8 ans d'absence. Le choix du démarrage des activités au Golf Hotel n'est pas fortuit. Selon les initiateurs, c'est un lieu symbolique qui a marqué la crise post-électorale de 2010. Pour cette 11e édition du festival, les guides spirituels et leaders religieux sont invités pour exorciser et prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Chaque religion existe, mais la Côte d'Ivoire, c'est la vraie religion qu'on doit pratiquer. On doit pratiquer maintenant, c'est la paix. Et sur le 15 novembre, c'est la journée de la paix. Du coup, on doit faire en sorte de sentir que nous avons une religion. La paix. Le professeur Amoy Yupin, initiateur du festival, tout comme il l'a fait pour les chefs et rois traditionnels, propose la création de la Chambre des guides spirituels et leaders religieux. Le spirituel précède le réel. Il nous est apparu nécessaire de commencer cette édition en un endroit symbolique. Car en fait, si la purification, vous avez vu ce matin déjà au moment où nous nous installons, nous avons une pluie fine qui nous permet de laver avec tous les leaders spirituels cet espace et c'est un grand signe, un bon signe pour nous. La 11e édition du Festival Roi, qui a démarré ce lundi, va se poursuivre jusqu'au 8 août prochain à Yamoussoukro. Des lieux symboliques seront visités par les festivaliers.
Dans l'actualité hors de chez nous, au Bénin, le pays a célébré hier lundi 1er août le 62e anniversaire de son indépendance. Le président Patrice Talon a assisté au défilé avec à ses côtés ses plus farouches opposants, en l'occurrence ses prédécesseurs Nisofor Soglo et Boni Yayi, ainsi que le chef du parti Les Démocrates, Éric Ndete. Ces derniers tenaient à donner le gage de leur disponibilité pour un Bénin apaisé. En République démocratique du Congo, une partie de la population demande avec empressement le départ de la mission onusienne accusée d'inefficacité. Lundi, une nouvelle manifestation contre la MONUSCO a eu lieu dans l'est du pays. La police et l'armée ont eu recours à des tirs de sommation pour disperser les manifestants. Des manifestants qui tentaient de s'approcher de la base de la mission onusienne à Beni. Dans le territoire de Beni, au poste frontalier de Kassindi, des casques bleus auraient ouvert le feu et tué 3 personnes et fait 15 blessés. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce premier point d'information de ce 2 août. Merci de votre fidélité à RTI 1. L'info continue sur le www.rti.ci.